Et c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je voulais en cette fin d'année faire une petite vidéo qui n'est pas scriptée, quelque chose où je me prends pas trop la tête et où je réponds à certaines questions, où je donne mon avis ou certaines réflexions sur certaines choses qui se sont passées durant cette année, que ce soit en Formule 1 ou alors en Lego ou alors en jeu vidéo, enfin bref, mon petit ressenti et ensuite vous donner un bref aperçu de ce qui va arriver sur cette chaîne dans les semaines et dans les mois à venir parce que pour 2025, j'ai quand même quelques petites affaires de prévues et je pense que ça va plaire, en tout cas je l'espère. Voilà, he was a poet, he didn't know it. Je me suis quand même fait quelques notes, histoire de pas tourner autour du pot trop longtemps. Alors, c'est parti. T'en penses quoi de la saison 2024 en Formule 1? Alors, au début, j'étais persuadé que 2024 allait être une répétition de 2023 où Max Verstappen et Red Bull allaient tout simplement tout défoncer, qui est même pas de compétition, qu'ils allaient tout gagner. Et c'était vrai jusqu'à ce qu'on arrive à Miami, où là, subitement, McLaren a décidé d'avoir la meilleure voiture et de poser par moment une, un vrai challenge à Red Bull. Et quand c'était ni McLaren ou Red Bull qui gagnait, ben, c'était Ferrari et c'était Mercedes. Donc franchement, je trouve que à partir de Miami, on avait vraiment une super saison où, en fait, pour moi, ce qui définit une bonne saison de Formule 1, c'est quand tu regardes une course et tu sais pas qui c'est qui va gagner. Voilà, où il y a 4, 5, 6 pilotes qui peuvent remporter un Grand Prix. Ça, pour moi, c'est la définition d'une bonne saison de Formule 1. Mais je pense que Lando Norris et McLaren, ni l'un ni l'autre, étaient vraiment prêts à affronter Red Bull. J'ai l'impression qu'ils se sont surpris un peu eux-mêmes en se disant, oh là là, euh, on va gagner, ou on est en position pour gagner une course maintenant, ou gagner plusieurs courses. Et je pense qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas claires dans l'équipe ou parmi les pilotes, parce que voilà, Oscar et Lando pouvaient gagner des courses, et que parfois ils se sont mis un petit peu des bâtons dans les roues eux-mêmes. Hongrie, le Grand Prix de Hongrie, par exemple, je me suis dit, oula, alors que c'était clair et net ce qui devait se passer, ou alors Monza, par exemple, c'était la même chose, où McLaren aurait dû gagner, mais finalement c'est Ferrari qui aura snatch la victoire. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris pour cette saison, ce qui va nous amener à une saison 2025 qui, pour moi, promet d'être une saison palpitante. Je pense que ça va être une des meilleures saisons qu'on ait eues depuis 2021 bien sûr, mais 2012 pour ceux qui regardent la Formule 1 depuis 13 ans. 2012 était vraiment une saison où on avait, c'était Alonso, Vettel, Weber, euh, Button, Hamilton bon, Schumacher peut-être un peu moins, Schumacher, Rosberg peut-être un peu moins, mais il y avait quand même, il y avait beaucoup de monde qui pouvait gagner des courses et donc qui pouvait s'emparer du championnat du constructeur et pilote. Et donc je pense que 2025 est une année qui sera similaire, mais avantage à Ferrari et à McLaren parce que ce sont les deux équipes où les deux pilotes peuvent gagner des courses. Je ne vois pas Lawson, qui maintenant est dans une Red Bull, gagner des courses et battre Max Verstappen. Je ne vois pas Antonelli battre Russell. Donc Red Bull et Mercedes sont des équipes où il y a clairement un first driver et un second driver. Et je pense que pour McLaren et pour Ferrari, c'est pas le cas. Je pense que c'est super d'avoir des nouveaux rookies parce que ça pimente toujours la course, surtout que ben, c'est pas que des rookies qui sont dans en arrière de peloton, hein. Il y en a vraiment des tout bons. Antonelli chez Mercedes ou Lawson chez Red Bull. Alors maintenant, je me demande comment Isaac Hadjar va réagir face à Tsunoda, ou plutôt comment Tsunoda va réagir à Hadjar. Est-ce que vous aussi, vous étiez un petit peu surpris que Tsunoda soit maintenant reste chez RB et que ce soit Lawson qui finalement est chez Red Bull? Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que Tsunoda, il a beaucoup plus mérité. Bon, après, maintenant, Tsunoda, il a qu'un seul objectif, c'est de battre Lawson. Si lui, il est systématiquement devant la deuxième Red Bull à la mi-saison,
à Silverstone, Tsunoda, il est dans la Red Bull. Ça, je pense qu'il y a pas photo. Donc, c'est toujours cette situation un petit peu bizarre avec les quatre sièges Red Bull. Lance Stroll est le président de la FIA. Alors d'abord, Lance Stroll. Je pense que cette année encore, Lance a montré qu'il n'avait rien à faire dans une voiture de F1, que ce mec, c'est une personne qui, tous les deuxièmes dimanches, va pour un Sunday Drive, hein, qui voit ça comme un hobby, un peu comme Kimi Raikkonen, sauf que Kimi Raikkonen, il savait conduire. C'est tellement un gâchis que lui soit dans cette Aston Martin, alors que, voilà, je crois que Tsunoda, il aurait pu aller chez Aston Martin alors qu'ils ont un partenariat avec Honda qui va bientôt commencer, ou alors mettre n'importe un autre rookie, parce que Aston Martin n'est pas une mauvaise équipe. En 2023, ils ont fait du super boulot et ils ont cette toute nouvelle usine avec toutes ces nouvelles machines et euh, toute une équipe qui va être construite autour de Adrian Newey pour avoir une voiture qui, je pense, va clairement rejoindre Red Bull, Mercedes, Ferrari et McLaren pour représenter une cinquième équipe qui régulièrement peut être sur des podiums ou gagner des courses. Et je trouve que c'est tellement dommage d'avoir un boulet comme ça dans cette équipe. Merde, quoi. J'ai dit merde. Oui, j'ai dit merde. Parlons de ça. Parlons du fait que nous avons un président de la FIA qui veut sanctionner les pilotes pour dire des gros mots devant la presse. Je trouve que c'est tellement n'importe quoi. Ça se range dans la même catégorie en termes de n'importe quoi avec cette histoire de bijoux et de piercing que les pilotes n'ont pas le droit de porter pendant la course. C'était Hamilton avec son piercing ici. Je crois que Max Verstappen, il a un piercing au téton. J'ai rêvé ça? Non, j'espère que... Non, non, j'ai pas rêvé ça. Je veux pas rêver d'un truc comme ça. Bref. Et je trouve que c'est incroyable comment un président peut s'obstiner avec des bêtises comme ça, alors que franchement, c'est... Prenons Romain Grosjean. Romain Grosjean, quand il a eu son énorme accident en 2020, ok, il rentre il se prend la barrière, la voiture explose et il y a des flammes partout. Le mec, il met 30 secondes pour sortir de la voiture, il a le pied qui est un peu brûlé et il a les mains qui sont brûlées. Est-ce qu'il portait une alliance à ce moment-là? Le mec, il est marié. Est-ce qu'il portait une alliance? Je ne crois pas. Mais est-ce que tu crois que le métal de cette alliance aurait eu le temps de fondre pendant ces 30 secondes où il était dans la voiture? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le truc qui lui aurait fait perdre un doigt, pardon, ou qui soit le truc déterminant qui aurait rendu la situation encore plus grave qu'elle ne l'était? Non. Clairement non. Parce que si cette alliance supposée venait à fondre, je peux te dire que lui, il est déjà mort depuis longtemps à ce moment-là. Lui, il n'existe plus. Franchement, alors s'obstiner pour un truc comme ça, alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai regardé le Grand Prix du Japon de 2014. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ne regardaient pas la Formule 1 à ce moment-là, le Grand Prix du Japon de 2014 est un Grand Prix extrêmement controversé parce qu'il a coûté la vie à un pilote. Depuis la mort d'Ayrton Senna en 1994, il a fallu 20 ans pour qu'un nouveau pilote trouve la mort en F1. Depuis, il y a eu notamment des meilleures protections, il y a eu de meilleurs systèmes de détection de crash, il y a le fait que les pilotes portent des gants qui retransmettent en live toutes les données, la circulation du sang, le battement du cœur à la voiture qui transmet ensuite le tout par télémétrie à la FIA. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y a le Halo qui a été introduit, où je me dis que si le Halo avait existé, je pense que Jules Bianchi aurait survécu. Cet accident aurait pu être évité sans aucun problème. Et c'est ça que je trouve qui est juste,
moi, Ah, ça fout tellement les boules. Parce que lors du Grand Prix du Japon de 2014, il y avait énormément de pluie. Il y a un typhon qui s'est abattu sur le Japon ce week-end-là, donc ça veut dire que toute la course était tout le week-end était sous l'eau, pratiquement. La course est en cours, les pilotes sont sur pneus intermédiaires. Là, il pleut, mais il pleut pas trop. La situation est sous contrôle. Au bout du 41e tour, plusieurs pilotes annoncent qu'il pleut de plus en plus. La FIA décide alors de désactiver le DRS. Au 42e tour, il y a un drapeau jaune. Le drapeau jaune, c'est Adrian Sutil qui a mis sa voiture dans le mur au virage Dunlop. Ici. La voiture est dans un endroit dangereux, puisque c'est un virage à gauche, un très long virage à gauche, qui sous la pluie, si tu perds le contrôle, tu es immédiatement mis dans le bac à gravier et les voitures font, je sais pas, entre 180 et 200 km/h à cet endroit-là. Du coup, si tu perds le contrôle et qu'une voiture arrive à 200 à l'heure vers Adrian Sutil, tu sais qu'il va y avoir un crash monstrueux. La solution était de tout de suite appeler la voiture de sécurité. Parce que non seulement la voiture de sécurité, quand la voiture de sécurité est sur piste, tout le monde ralentit, mais les pilotes reçoivent un message sur leur volant leur disant que la safety car est déployée et que tout le monde doit ralentir. Ce qui ne s'est pas passé à ce moment-là parce que là, on n'a que un drapeau jaune local. Et maintenant vient le moment hallucinant. Devine combien de temps les stewards ont mis pour déployer le safety car. 2 minutes 54 secondes. Il aura fallu 2 minutes et 54 secondes pour que le safety car quitte la voie des stands et que tout le monde ait ce fameux message de ralentir. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de virtual safety car, c'était ou bien un drapeau jaune local ou bien safety car. Le safety car est déclenché au 44e tour, mais c'était déjà trop tard parce que Jules Bianchi perd le contrôle et vient s'encastrer dans une dépanneuse qui était sur la piste, qui n'avait rien à foutre sur la piste, mais qui était sur la piste quand même. Il n'y a aucun moyen d'amortir le choc, puisqu'il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de barrière Tech Pro dans une dépanneuse. C'est une dépanneuse. Et c'est que à la fin du tour 46 que le drapeau rouge est brandi. Franchement, quand on regarde cette course, c'est hallucinant de voir combien de temps s'écoule entre le premier drapeau jaune et le safety car qui sort. C'est hallucinant. Je suis choqué par ça. Et ce qui me choque encore plus, c'est que 8 ans plus tard, lors du Grand Prix du Japon de 2022, on a beaucoup de pluie, on a un départ classique qui est fait sans voiture de sécurité, et un crash avec peu de visibilité et une dépanneuse sur la piste. Et on va décortiquer ça avec un seul clip, qui est le clip de Pierre Gasly. Lors du premier tour, Carlos Sainz part en tête à queue et encastre sa voiture dans le mur au virage numéro 12. Normalement, dans ce cas-là, il y a double drapeau jaune, où la règle dit que si tu as un double drapeau jaune, tu ralentis et tu es prêt à t'arrêter. Mais c'est le premier tour, donc le message n'arrive pas aussi vite. Et en s'encastrant dans le mur, il fait voler un panneau de publicité qui ensuite glisse sur la piste. Plusieurs voitures roulent dessus, jusqu'à ce qu'il y ait une voiture qui lève très légèrement le panneau pour que Pierre Gasly, à ce moment-là, arrive et se prenne le panneau dans le nez de la voiture. Donc voilà, on arrive au virage numéro 12. Il y a une voiture qui fait un tête à queue. Ensuite, Pierre Gasly tente de passer, mais il y a le drapeau jaune qu'on voit juste à gauche. Et normalement, il y a le panneau qui arrive à ce moment-là. Donc, Pierre Gasly n'a aucune idée de ce qui se passe, ce qu'on entend à la radio. Oh, I took a fucking thing, what the hell is that? Oh my god! Et ensuite, il va jusqu'au stand, on lui change le museau, il repart. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que la safety car est déployée. Tout le monde essaye de rejoindre la safety car et comme lui, il a du retard, il va essayer de rattraper la safety car.
il a le droit de rouler plus vite, mais il doit respecter un delta. Et donc, le voilà de nouveau arrivé au virage numéro 12. Il va arriver au virage numéro 13 où il sait que Carlos Sainz est garé. Et puis, là, c'est le même tractopelle qui est de nouveau sur la piste alors que des voitures, certes sous drapeau jaune, mais des voitures roulent dessus. Et là, il y a quoi? Il y a 3 mètres entre la voiture et le cul de ce tractopelle. Est-ce qu'ils n'ont rien appris? Est-ce qu'ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé 8 ans auparavant dans les mêmes conditions sur la même piste? Et Pierre Gasly était au courant de ça. Parce que juste après avoir passé la machine, il dit ça. Red flag. God, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? I will pass next to it, like, this is unacceptable. Et pour couronner le tout, lors de la cérémonie en fin d'année, où chacun reçoit son prix, etc., et Max Verstappen est sacré officiellement champion du monde une deuxième fois, Mohamed Ben Sulayem a l'audace de dire ça. And one thing you said about Japan, you said was controversial. No, the FIA was blamed for the points, but it was not the FIA which made the rules. It was the teams who made the rules, and we were implementing it. So thank you for the Okay, guys. Yes, you see? Let's stay focused. No. To me, it's very, very clear about the FIA, and we do that. So thank you very much. Virer ce mec, qu'on enlève ce mec, parce que c'est pas possible. Est-ce que vous commencez à comprendre mon point ici? Que ce mec s'obstine à donner des travaux forcés à des pilotes qui disent des gros mots pendant une conférence de presse, ou qu'il veut interdire à certains pilotes de porter un piercing ou quoi, alors que ça n'a mais aucune influence sur le danger que courent les pilotes pendant qu'ils sont dans leur voiture, et que des problèmes comme cela, de vrais problèmes, où des pilotes sont en danger de mort, sont écartés, et où ce mec a l'audace de dire que c'était pas sujet de controverse. Mais t'es pété, mec. C'est pas possible. Je suis désolé, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ça faisait plusieurs semaines que ça trottait dans ma tête de dire ça, de m'exprimer là-dessus. Donc voilà, on va faire un 180 et parler encore juste de la collection. C'est très bizarre ouais, j'ai besoin d'une petite pause. Alors, un instant. Donc, durant les dernières semaines, j'ai construit ceci, qui est la McLaren P1 en taille 1/8 en Lego technique. C'est incroyable de construire un truc comme ça. J'ai pris pendant 2 semaines un plaisir fou à construire cette voiture, qui est d'un détail incroyable. Je voulais encore parler un bref moment de la collaboration entre Lego et la Formule 1 pour l'année 2025, où il y a toutes les voitures en format Speed Champions qui vont sortir. Alors, plus jeune, moi, entre 10 et 15 ans, Alex, aurait été complètement fou par rapport à ça. J'aurais voulu avoir toutes les voitures et faire ma propre grille et ensuite recréer des propres courses en jouant sur le sol, comme ça. Voilà, je me vois faire ça. Alors maintenant, moi, je suis un petit peu plus âgé. Je vais pas m'acheter toutes ces Speed Champions. Et ben, de cette année, il n'y a pas vraiment une voiture qui m'intéresse où je me dis ça, j'ai vraiment envie de l'avoir. Et ben, en fait, moi, personnellement, je prends en ce moment plus de plaisir à construire quelque chose de plus complexe comme une voiture comme celle-ci, ou, attention, pour mon anniversaire, j'ai eu autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Lego sort régulièrement des tableaux. Et donc ça, c'est le tableau de la Voie lactée. Il y a 3000 pièces de Lego qui sont
qui sont représentés là-dessus. Et même le cadre. Le cadre est en Lego aussi. Donc si je retourne le truc, vous voyez que là, c'est assez incroyable. Et donc on peut visser à 2 endroits différents pour l'accrocher au mur. Donc je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. Mais si je m'approche un petit peu, là, il y a quand même... Et puis si je tourne comme ça, on voit que c'est 3D. C'est... Voilà, c'est assez hallucinant. Ah oui, et encore autre chose, la McLaren et ensuite la W11 de 2020 que j'ai encore et que je suis en train de... En fait, je suis en train de la modifier un petit peu parce que les côtés là me plaisaient pas et ça me prend un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai pas de manuel pour faire ça, donc je dois un petit peu improviser. L'idée, ça va être d'avoir celle-ci et la P1 et encore une troisième voiture parce que voilà, jamais 203 accrochée au mur. En fait, il existe des socles pour ces voitures spécifiquement, pour les visser dessus, pour ensuite visser le tout sur le mur. Et donc, ça sera accroché voilà, comme ça. Et donc, il y aura la F1 au milieu, la P1 à côté, et puis une troisième voiture. Alors, j'ai longtemps hésité. Est-ce que la Daytona SP3 serait une belle voiture pour ça? J'hésite un petit peu parce qu'en fait, ces deux voitures-là ont une valeur sentimentale aussi pour moi. La première, c'est celle que j'avais construite lors de ma première vidéo. Celle-ci, cette année, pour moi-même me dire bravo, que tu as bien travaillé cette année. Ils ont sorti donc une Porsche, une Bugatti, une Lamborghini, la Ferrari et la McLaren. Ils sortent des voitures tous les 2 ans environ. Et j'ai découvert certaines... J'ai entendu certaines rumeurs comme quoi la prochaine voiture serait une Pagani. Et si la prochaine voiture est une Pagani, alors là c'est bon. Là, je suis allé voir cette année, je suis allé voir le musée Pagani en Italie, et c'est absolument fou. C'est absolument fou ce qu'ils font comme voiture. Et ils ont déjà un partenariat avec Lego, avec la petite Utopia qu'ils ont sorti en format Speed Champions. Donc, franchement, s'ils sortaient une version 1/8, waouh, ça serait fou. C'est long ces vidéos comme ça qui sont pas scriptées. J'ai l'impression de parler beaucoup. Je parle depuis combien de temps? 39 minutes. C'est un podcast le truc. Enfin, je voulais parler de ce que cette chaîne va devenir. En fait, ce que j'ai remarqué en publiant certaines vidéos, c'est qu'il y a 3 grands sujets qui reviennent à chaque fois. C'est le sport automobile et plus particulièrement la Formule 1, les Lego et plus particulièrement les Lego voitures et les jeux vidéo. Et j'ai certaines idées pour certains formats qui sont typés que pour jeux vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de faire les trilogies Jack et Daxter et Sly Cooper. Et c'est des vidéos qui, je pense, vous ont beaucoup plu. Et donc, je voulais faire autre chose encore. Et il y a une franchise que j'aime beaucoup, où j'ai tous les jeux de cette franchise, c'est la franchise Far Cry. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Far Cry 3, parce que c'est le meilleur. Et je me suis demandé si c'était intéressant de faire la platine sur tous les Far Cry, ou ceux qui sont possibles, parce que Far Cry 1 n'existe pas sur PlayStation. Le premier qui est sorti, c'est Far Cry 2. Et je crois que sur Far Cry 2, les serveurs Far Cry 2 sont morts. Donc, pas possible d'aller chercher les trophées multijoueurs sur Far Cry 2. Et je pense que ça serait la seule exception que je me donnerais. Donc, pas possible d'aller platiner Far Cry 2, mais peut-être d'avoir tous les trophées du mode histoire, qui en soi déjà est pas si facile que ça, parce que y a pas mal de choses à aller chercher là-dedans. Après, j'avais mon pote Danny qui m'avait aidé sur les Jack et Daxter et qui lui veut absolument que je fasse la série Batman. Il dit que c'est absolument génial. Donc, s'il y a l'un d'entre vous qui a joué à la série et qui me dit, vas-y, franchement, fais-nous confiance, joue à ce jeu.
Après, je fais confiance à moi. Danny, c'est mon meilleur pote. Et voilà. Champion. First try. Donc je lui fais confiance aussi parce qu'il m'a dit, pendant 2 ans, il m'a répété de manière assez forcée que je devais jouer à God of War. Finalement, j'ai commencé et je l'ai platiné le jeu. Donc maintenant, j'attends que le deuxième soit en réduction pour faire le deuxième et platiner le deuxième. Il y a l'un ou l'autre jeu vidéo que j'aimerais aussi faire une vidéo dessus. C'est un jeu de course. Ça s'appelle Wreckfest. C'est un jeu que j'ai torché durant 2-3 années et où il y a le deuxième qui va sortir. Et ça, c'est un jeu super fun. Je me dis que voilà, ça serait peut-être possible de faire, si jamais il y a un d'entre vous qui a une PS5 et qui voudrait jouer à des jeux de course, qui est intéressé, enfin, je pense qu'on peut aussi interagir de cette façon là-dessus. Voilà, donc je pense que... Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui. Quand j'étais plus jeune et que je regardais les vidéos de Norman, de Cyprien ou quoi, je me demandais toujours comment ils montaient, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme caméra, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme logiciel de montage. Donc si vous posez cette question, je vous le donne gratuitement. J'utilise comme caméra une Blackmagic Pocket Cinema 6K. Comme pour enregistrer le son, j'utilise une Mixpri 6 avec un micro ici qui est un micro perche, une grande lumière, et pour le logiciel de montage, j'utilise DaVinci Resolve, qui est pour moi le meilleur logiciel de montage qui existe. Non seulement parce que là, il y a une version gratuite qui est extrêmement complète, donc si jamais il y a si jamais l'un d'entre vous veut se lancer dans le montage ou expérimenter un petit peu, DaVinci Resolve, ça marche sur PC, sur Mac sans grand problème. Et puis il y a la version studio qui coûte, je crois que ça coûte 300 €, mais c'est 300 € une fois. Hein, c'est pas comme Premiere où tu payes 80 balles ou 60 balles tous les mois. Là, c'est une fois et après, c'est bon, tu as la licence et tu peux utiliser les licences sur 2 ordinateurs différents. Donc, si jamais tu veux, par exemple, le partager avec un pote, c'est 150 € par personne. Donc, voilà. J'en profite pour dire par la même occasion, si jamais il y a l'un d'entre vous qui s'intéresse au montage, des tournages, comment je fais mes vidéos, peut-être que pour l'année prochaine, ou si je refais une longue vidéo comme celle-là, je peux peut-être vous expliquer un petit peu plus ce que je fais behind the scenes. Moi, je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir ça. Donc, si jamais ça vous plaît, faites-le moi savoir. J'adore lire vos commentaires et interagir, répondre. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, du coup, merci beaucoup pour ça. Je sais que voilà, moi je trouve ça... comment dire, si j'ai 10 abonnés ou si j'ai 1000 abonnés ou quoi, moi c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'interagir et de proposer du contenu qui puisse vous plaire, ou du contenu qui, moi, me plairait si je tombais dessus sur YouTube. En fait, c'est ça qui me motive. C'est si je vois un sujet et que je regarde des vidéos dessus et que le sujet est peut-être pas... Moi, je me serais peut-être exprimé différemment dessus. Ben, ça me motive pour faire cette vidéo. Et si en plus de ça, ben, ça vous plaît et que vous en demandez plus, ben voilà, moi je vais continuer. Et s'il y a des gens qui s'abonnent en plus, c'est que du bonus. Donc merci beaucoup. Voilà, la preuve, il y a un an, il y avait quoi? Il y avait 200 personnes. Maintenant, il y en a plus de 1000. Enfin voilà, je pense que ce sera l'année prochaine. Donc en tout cas, je vais essayer de continuer et puis essayer de faire des vidéos du mieux que je peux parce que ça m'épanouit, ça me rend heureux. Donc voilà. Sur ce, ben, j'ai beaucoup parlé, je l'ai déjà dit 3 fois ça, donc bonne année, bonne santé, et voilà, et à bientôt. Ciao.